Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver au cœur de cet hiver très enneigé. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous emmener dans les Alpes à la découverte de quelques-uns des plus beaux villages de Haute-Savoie. C'est une destination hivernale très prisée par les amoureux de la nature, par les amateurs d'activités sportives ou encore par les passionnés de patrimoine ou de gastronomie. Entre lacs, vallées, forêts et montagnes, de villages en stations, de fermes en chalets, la Haute-Savoie illumine par sa beauté et affirme sa forte identité. Je vais d'ailleurs aller à la rencontre de véritables ambassadeurs, amoureux, investis et fiers de leur magnifique région. Voilà, soyez donc les bienvenus au pays du Mont Blanc qu'on aperçoit derrière moi, tout là-haut. Bienvenue dans mes échappées belles. Youhou! Un séjour en Haute-Savoie, c'est toujours un moment à part. C'est juste extraordinaire. Tout est différent quand on est sur le lac, on a une autre perspective. On n'a pas l'impression d'être en montagne, pourtant on est au pied des Alpes. C'est un endroit incroyable en fait. Avec ses incontournables. Tu vois le rocher qui se découpe dans le ciel là? Ouais. On l'appelle la corne du chamois. Oh, quel bonheur de marcher dans cette poudreuse là. Ses monuments. Le mot reblochon, c'est un patois qui veut dire retraire une seconde fois les vaches. C'est crémeux, c'est coulant, c'est... Mais... Il y a bon en culotte de velours. Et ses surprises. Au lieu de manger la fondue avec le pain que tu trempes dans le caclon, mets le fromage dans le pain directement. C'est aussi un voyage dans le temps. T'es beau comme un Jean-Claude Killy, hein, là. Oui. Ah non, mais attends. C'est vrai que le look de Jean-Claude, j'aurais pas son style, je pense. Une terre de défis. Je vais te faire quelques doubles axels et quelques triples boucles pliquées, si tu veux bien. Où chacun suit sa trace. Si notre père voyait ce qu'on fait, il serait aux anges. Faire ce que tu aimes, c'est la liberté. Aimer ce que tu fais, c'est le bonheur. Il n'y a pas besoin de plus de mots. De village en village. C'est pas quelque chose qu'on voit partout, quoi. Donc on a un peu on sent qu'on a de la chance quand même d'être ici. Vos vacances en Haute-Savoie commencent maintenant. Bienvenue en Haute-Savoie! Et voilà, on est arrivé. Regarde-moi ce décor. On a un super soleil en plus là. C'est le cœur des Alpes, moi j'appelle ça le centre du monde. C'est un super spot en tout cas pour voler. Moi je suis tombé amoureux de la vallée d'Abondance il y a 25 ans. Là, toute la ligne d'horizon, hein, c'est la frontière avec la Suisse. On y va? Allez, allez, hop, zouf. Tac. Voilà, je te laisse reculer, c'est très bien ce que tu fais. On continue comme ça. Top départ, c'est parti, on y va, on fonce. Allez, on y va, on fonce, on fonce, on fonce. On court, 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 on court. Excellent! Hi-ha! Bravo, bravo là. Ça va? Super, quel bonheur. T'as vu ce paysage? Ça fait longtemps que j'avais pas volé. Et en plus de le faire, tu vois, dans ces conditions de montagne et de neige, c'est des sensations vraiment différentes. Hein. Ah, j'adore. Ça te stresse pas que je lâche les commandes, hein? Pas du tout. Ça vole tout seul, hein, parapente. Hein. Alors si je dis pas de bêtises, oui. T'es un aventurier, toi. J'ai entendu dire que tu avais survolé l'Everest. Raconte-moi un peu cette aventure. Alors, j'ai pas exactement survolé l'Everest, j'ai traversé l'intégralité de la chaîne himalayenne en parapente. D'accord. Alors, tout seul, en autonomie complète, à pied et en parapente. Ok. Et voilà, ça m'a pris 4 mois, 4000 km. C'est-à-dire que tu faisais des sauts de puce comme ça et tu étais tout seul? Exactement. Oh là là, c'est incroyable. Donc ça, c'est la vallée d'Abondance. Ouais. C'est le village où tu vis. Pour moi, c'est la plus belle vallée des Alpes française. Il y a un petit côté pâturage super bien entretenu. Il y a une culture du fromage. Il y a des petits lacs de montagne partout. Et puis, c'est pas la culture du sport extrême. Ouais. Donc, c'est hyper reposant de vivre ici. C'est très très beau.
Oh là 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 là, royal. Quel atterrissage magnifique. Eh ben on a eu chaud les baskets parce que le vent, il nous a donné vraiment le petit créneau qu'il nous fallait. C'est vrai que c'était chouette. En tout cas, ça m'a donné déjà une première impression sur cette vallée d'abondance et ça me donne très envie d'aller la remonter à tes côtés maintenant. Eh oui. On est en plein cœur du village d'abondance là. Ben, on arrive sur la place du marché. C'est très mignon ici hein, quand même. Moi j'adore mon village, mais je suis pas objectif. En plus, on est vraiment là, face à la montagne. Le village est vraiment adossé, quoi. Alors là, on a un petit cours d'eau, c'est quoi? Alors, c'est la Drance d'Abondance. La Drance, d'accord. Ouais. Paradis pour les pêcheurs à la truite. Salut Greg. Ça va? Ah. Vous voulez un coup de main? Ils vont se brouiller. Ah, on est là, vous êtes sauvés. Ah oui, en effet, il y a des chevaux. On y va. Allez. On va la voir. On n'est pas loin. Marche arrière. Regardez là. Voilà. Attention au mur. Hop, hop, hop. Ben voilà. Attends, t'es pas sorti encore. Il n'y a rien de tel que des professionnels, hein. Eh ben Jérôme, on va aller visiter l'abbaye. Ouais. On commence par l'église. Ça marche. Notre-Dame d'Abondance. Elle est immense cette église. C'est gigantesque hein, pour un petit village comme ça. Ah, c'est incroyable, oui. C'est quelle époque ici? Alors, les débuts de construction de l'église ici, qui est le bâtiment le plus ancien de l'abbaye, c'est le XIIIe siècle. Ah oui, ok. Je suis impressionné par les volumes en tout cas. Hein. Ah, c'est marrant, ces statues, elles sont étranges, non? Alors, c'est pas des statues, c'est des trompe-l'œil. Si tu regardes celle de profil à droite. Oui, les ombres portent à confusion, en effet, ouais. Des trompe-l'œil qui ont été faits au XIXe siècle, juste après le classement au patrimoine historique. D'accord. Et juste au-dessus de nous, la voûte est à 18 mètres. On va aller voir le cloître maintenant. Oui. Waouh. Ah, c'est superbe avec la neige en plus. Là. Ah bah là. C'est fabuleux en tout cas. C'est un vrai trésor que vous avez là. Hein. Alors combien il y avait de moines ou de chanoines qui vivaient ici À la grande époque qui remonte au XIVe, XVe siècle. Ils étaient 30 ou 40 au maximum. Ok. Et puis à la fin, en 1761, il n'en restait plus que 3. Ils ont mis 5 siècles avant d'atteindre leur apogée. Ils sont arrivés au XIe. Et au XVe siècle, ils étaient très riches. Ils avaient énormément d'influence. Ils possédaient toutes les terres de la vallée. Ouais. Donc ils récoltaient des impôts, ils récoltaient du fromage, des produits laitiers, etc. Ils faisaient exploiter en fait toutes les terres de la vallée. Avec ou sans remontée mécanique, on peut profiter de la montagne à pied, en raquette ou en luge. Mais la grande tendance du moment, c'est le ski de randonnée. Une pratique qui permet de remonter les pentes à ski et qui commence au cœur même des villages, comme ici à Combloux. Bon, ben maintenant qu'on a fini la montée, on va enlever nos pots de phoque pour pouvoir descendre et faire une descente hors piste ici en direction du village. Claude est moniteur de ski. Natif de Combloux, il adore faire découvrir les plus belles vues sur le village. Donc ici, nous sommes près du bois des Mélèzes. C'est un endroit qui est la carte postale de Combloux. C'est un endroit qu'on a su conserver. Et c'est vrai que pour Combloux, c'est un endroit qui est vraiment apprécié. Découvrir Combloux avec le ski de rando, c'est bien parce que déjà on se décrasse, on se fait du bien et les yeux ne s'ennuient pas. C'est un spectacle permanent. Pas grave. Franchement, un tout petit peu. Ça désinfecte. Après, je vais faire du Avant la descente. Merci. C'est de l'alcool de poire. Au moins avec ça, on fait des virages Merci. beaucoup plus ronds. Comme beaucoup de villages de Haute-Savoie, Combloux vit intensément au cœur de 2 saisons, l'hiver et l'été. Résultat, lorsqu'il a rangé ses skis,
Claude reprend du service auprès de ses vaches. Un cheval! Un cheval! On dit venez, venez, ça dit vache, va! Hop, à toi. Parfait représentant de ses habitants qui adaptent leur métier aux saisons, Claude est devenu maire du village. Voilà, ici nous arrivons maintenant au cœur de notre village. Mon village, près du secteur de l'église, de la mairie, au niveau du chef-lieu. À gauche, donc, notre église, et à droite, le Mont-Blanc. Combloux est un village typique de la Haute-Savoie, mais bien sûr, il a marqué sa différence grâce à son clocher à 2 bulbes, à sa situation géographique et à ce contraste de couleurs que nous avons entre le vert des prairies, le blanc qui est la neige éternelle sur le Mont-Blanc et le ciel bleu. Depuis 15 ans, une autre couleur est apparue dans le village. C'est celle du plan d'eau Biotope. À la belle saison, cet espace de baignade, comme posé au pied du Mont-Blanc, surprend par la qualité et la pureté de son eau, entièrement filtrée par 200 variétés de plantes et une centaine d'espèces animales. Alors dans ce plan d'eau, on a les tritons alpestres, les grenouilles, les plantes filtrantes, ça va être des roseaux qu'on retrouve juste devant nous. On a aussi de très jolis nénuphars qu'on peut voir juste derrière moi. C'est un cadre exceptionnel pour travailler, pour venir se baigner. On a conscience qu'on est privilégié ici. En été, le plan d'eau, c'est un peu le carrefour du village. On s'y retrouve au bord de l'eau ou pour un barbecue entre amis. C'est voyager tout en restant sur place. On est en vacances tout en étant dans notre village. On voit qu'on se mélange avec les locaux et ça, c'est très sympa. Ouais. Cet esprit convivial en a convaincu plus d'un à venir s'installer à l'année dans ce village. Nicolas vivait en région parisienne jusqu'au moment où il a fait le grand saut. C'était il y a 20 ans. Je suis arrivé à Combloux parce que ça me plaisait beaucoup. Je connaissais déjà depuis l'enfance puisque je venais skier régulièrement. Et j'ai à peu près tout ce qui me va bien ici, tout ce qui me convient. La montagne, été comme hiver, le ski et la pêche l'été. Le village n'avait pas de guide de pêche, alors Nicolas s'est lancé. Désormais, l'été, il accompagne les passionnés de nature au bord des cours d'eau, comme l'Arly, une rivière qui coule dans la vallée. Comment tu vas? Ça va et toi? Bien, impeccable. Un petit coup de coude? Oui. Allez, voilà, le coude du pêcheur. T'as vu l'eau? Cette belle journée. Magnifique, magnifique, mais c'est bas. Bloc avant, bloc avant. Là. Tu vois, l'amplitude, elle est courte. Sur l'eau. Là, elle commence à draguer. T'as vu? Ah ouais. Oh oui! Elle y est. Viens, ma belle. Je vais te relâcher, ma belle. Wouhou! Les nageoires, on dirait du cristal, c'est magnifique. Donc voilà aussi pourquoi je vis ici. C'est vraiment formidable. Eh oui, ma belle, je vais te relâcher. Dès que la neige recouvre à nouveau le village et ses alentours, Nicolas change de peau. De guide de pêche, il devient pisteur secouriste. Vous avez de l'eau? Vous avez un téléphone portable avec vous? Bon, très bien. Donc vous êtes bien équipé? Parfaitement, enfin... Alors, comment c'était cette rando? Oui, c'était bien. Ouais, ouais. Ça vous a plu? Revenez quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Comme tous les week-ends. Ouais, super. Allez, ciao. Bonne fin de journée, au revoir. Grâce à ce contraste saisissant qui transforme la nature à chaque saison, les villageois de Haute-Savoie comme Claude et Nicolas ont l'avantage de vivre plusieurs vies à la fois. Regarde sur la droite, on a le domaine skiable, le télécabine. Donc c'est de là-haut qu'on a décollé en parapente. On fait pas mal de ski de randonnée aussi, si je comprends bien ici. C'est le paradis du ski de randonnée. On adore la montagne sous toutes ses formes, que ce soit en été, en hiver. Ouais. Et avec ou sans neige, on a nos loisirs. Et on aura forcément le parapente ou l'escalade sur glace ou alors le patin à glace, etc. quoi.
C'est un terrain de jeu sans limite ici. T'as vu, en l'espace de quoi? Quelques minutes, on a pris un peu d'altitude et on a la compagnie de la neige. Formidable. Donc là, on est dans une ferme que tu voulais me présenter. Ouais. On fait du fromage d'abondance. On fait du fromage d'abondance. Par contre, c'est une ferme particulière parce que c'est une entreprise familiale. D'accord. Ils font de la vente à la ferme, ils vendent toute leur production en vente directe. D'accord. Et puis voilà, ils s'occupent de leurs 50 vaches, quoi. Ouais. Bah, on les voit d'ailleurs là. Salut Guérin. Bonjour. Guérin qui gère l'exploitation. Tout jeune. 25 ans. Ah bah dis donc, c'est bien. J'ai repris en 2018, quand mon père il a pris sa retraite. Bah rentrez, je vais vous faire visiter. C'est gentil. On va voir tes belles bébêtes. Ouais, elles sont un peu... Celle-là, elle est un peu peureuse. Un peu peureuse. Voilà. Cette race abondance, alors. Voilà. Donc c'est le nom de la race qui a donné le nom au fromage, c'est ça? Voilà. Fromage d'abondance. C'est quoi les caractéristiques de cette race? Elle a l'air assez rustique quand même. Alors ouais, c'est une vache rustique pour la montagne. Elle n'est pas trop lourde, des bonnes pattes. Et puis on la reconnaît toujours à ses deux lunettes, la moustache. Ah oui, donc là, c'est ce que tu appelles les lunettes, c'est les taches autour des yeux. Voilà, elles ont des taches marron autour des yeux. C'est l'été quand il y a des mouches, et ben comme ça, elles n'y vont pas avec la couleur. Voilà, elles sont gentilles. Bah ouais, elles sont gentilles. Là, on est au calme, il n'y a pas de voisins, on est tranquille. Pour une ferme, c'est vrai que c'est pratique. Nous, on a mis tout avec nos bonnets, nos gants. Lui, il est bras de manche comme ça, tranquille, hop, hop. Ah, mais il est au chaud toute la journée avec ses vaches. Ah ouais, c'est l'habitude. Moi, je mets jamais de veste, jamais. On peut rentrer comme ça? Oui, oui, je nettoierai tout à l'heure. Et tu veux qu'on mette le masque? Si on garde les distances, c'est bon. Ça te va, Jean-Yves? Pas de souci. Ok, super. Ah, ouais, c'est chouette. On voit bien la forme caractéristique voilà, de l'abondance, là, bien resserrée. J'ai un moule ici, là. Voilà, c'est ça qui donne la forme concave qu'on voit sur le bord. D'accord. Et ça, tu le laisses combien de temps? Et ben, quand on le fabrique, une fois qu'il est dans les moules, on le laisse un jour. Le lendemain matin, on le sort du moule. Et puis voilà, parti pour 100 jours d'affinage. Et pourquoi ce cerclage autour? Alors, ça vient d'où, ça? Alors, pour l'histoire, c'était à l'époque, quand ils fabriquaient en montagne, pour redescendre les meules de l'alpage, ils avaient des ânes ou des mulets, et ben, ils mettaient une sangle autour pour l'attacher, et comme ça, ils pouvaient le descendre. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, c'est une belle cave. Voilà, je vais vous faire goûter. Bon, excellent. Allez, on va goûter, merci beaucoup. À toi l'honneur. Hop. Merci Guérin. Ouais, c'est doux, hein. C'est un fromage qui est doux, je trouve. Et puis, c'est pas une texture sèche, c'est quand même très tendre. Non, c'est un peu fondant. Ouais, c'est fondant. Hein. En tout cas, c'est délicieux. On est dans l'essence même de l'ADN du village d'Abondance, là. Hein, c'est... Voilà, on essaye de... C'est le produit emblématique, en tout cas. De faire une production traditionnelle, locale, fermière à petite échelle, voilà, pour les gens qui savent reconnaître les bons produits. Bienvenue au lac des Plagnes. Ouais, super. Prendre ça. Ouais. Ceci aussi. D'accord. Hop là. Alors, ça fait combien de temps que cette patinoire est ouverte au public et sécurisée maintenant? Ça fait à peu près 10 années. Si tu veux, en plus cette année, tu vois, on n'a pas les domaines skiables qui sont ouverts. Ouais. Donc on a cette magnifique patinoire, on a le ski de fond juste à côté. Il y a des itinéraires raquettes et ski de randonnée qui partent un petit peu tout autour de nous. Voilà quoi, on profite de l'hiver, de notre station village, sans le ski de descente. C'est top cet endroit, j'adore. Là on a 10-15 cm de poudreuse. Ouais.
Ben, Jérôme, tu vas sortir le bloc de glace. D'accord, le glaçon. Voilà. C'est pas encore l'heure de l'apéro quand même. Ah, on n'a pas... Ah ouais. Joli. Ah, c'est marrant, regarde. C'est souple là. Ouais. On dirait qu'il y a une couche de neige. Exactement. Il est tombé quasiment 50 cm de neige sur ces 20 cm de glace qu'on avait à la base, fin novembre. Et puis en fait, on a eu un gros redoux qui a inondé cette neige, donc qui l'a complètement compacté, mais il y a quand même 5 cm de neige au milieu. Ok. En tout cas, ça fait très envie, là. Le cadre est somptueux. Je vais te faire quelques doubles axels et quelques triples boucles piquées, si tu veux bien. Je vais mettre les patins et ça va aller très très vite, fais attention. Je peux t'appeler Surya Bonali? Tu peux m'appeler Surya. On a à peu près la même dextérité, je pense. Allez. Vas-y, en proms. Excellent. Ouf. Ça doit faire au moins 10 ans que j'ai pas fait ça, je pense. J'ai un rythme un petit peu... C'est un train de sénateur, hein, je suis désolé. J'ai l'impression que tu as les pieds un peu trop écartés. D'accord. Et du coup, tu fais que des petits mouvements comme un pingouin. Resserre un peu tes pieds. Voilà, et du coup, tu vas déplacer ton centre de gravité d'un pied sur l'autre. Voilà, c'est carrément mieux. Voilà, super. C'est pas très académique, mais je prends beaucoup de plaisir. Ah, puis avec cette neige-là, c'est un paysage extraordinaire. J'adore. Il y a une ambiance. Ah, j'ai cru comprendre, Jean-Yves, que le patin à glace, patiner comme ça, en extérieur sur les lacs, ça te rappelle ton enfance? Tu faisais ça avec ton père? On faisait ça en famille, on faisait ça avec les copains. Ça me rappelle surtout mes origines norvégiennes. J'ai un arrière-grand-père norvégien. D'accord. Et du coup, cette culture de la glisse, de la neige, de l'hiver, je pense qu'elle vient surtout de mes origines. Ouais. C'est une histoire de vie, mais pour moi, c'est simple en fait. Ouais. Oula, beaucoup moins pour moi, comme tu as pu le voir. Bonjour. Bonjour. Alors là, on récupère vraiment les calories qu'on a perdues sur la glace, on est d'accord? Ouais, peut-être même le double. Assez vite. C'est vraiment le patrimoine gastronomique local. Hein. Donc c'est du fromage. De l'abondance. Hein. C'est de pas l'abondance. Du fromage, c'est de l'abondance. Pardon, autant pour moi, c'est vrai. C'est assez insolite de manger dehors comme ça, mais en même temps, c'est très agréable quand tu es bien couvert. Ça marche parfaitement. C'est un plat qui se mange bien dehors. Ce serait dommage de le manger à l'intérieur. Ah ouais. Ah, c'est bon parce que c'est bien chaud. Il est excellent ton Berthoud, David. J'ai le sentiment que ce lieu-là, c'est un peu un lieu aussi central pour le village parce que beaucoup de choses s'y passent. Alors, il y a certes des gens qui viennent patiner, mais c'est un lieu de rencontre. Les gens se retrouvent quand même assez souvent. Ouais, après nous on le vit entre une bande de copains, mais je crois qu'on est vraiment soutenu par les gens du village et en particulier par la municipalité. On a envie de culture, on a envie de sport, de plein air, de respect de la nature et puis de solidarité et de convivialité. Et finalement, tout le monde est super content qu'il y ait cette ambiance-là qui se développe et qui se transmette. Eh ben, c'est super, c'est chouette. Et c'est très précieux, je trouve, pour les villages. Donc je te félicite et je te remercie pour cette petite balade faite avec le cœur dans ton beau village d'abondance. Au pied des montagnes, le plus imposant des lacs de Haute-Savoie est Franco-Suisse. Posé sur ses rives, la perle du Léman, c'est le village d'Ivoire. Cette cité médiévale, qui envoûte chaque année jusqu'à 1 million de visiteurs, principalement en saison estivale, réserve ses charmes hivernaux à ses habitants comme Aurore, qui a grandi ici. Ivoire, ça représente mon village de cœur. C'est vraiment mon enfance, c'est les souvenirs de se promener dans les rues. Moi, j'aime vraiment venir à toute saison parce qu'à chaque fois, à chaque époque, il y a quelque chose d'intéressant. C'est très fleuri en été et là, à l'inverse, désert. Désert, c'est magique, c'est un bonheur, le village vide. Devenue photographe, Aurore explore sans cesse les ruelles avec son appareil.
ces photos glanées au fil des saisons seront regroupées dans un ouvrage consacré au village. Alors c'est l'ancien jardin du château. Moi je l'ai vu pousser, en fait c'est un labyrinthe, donc on pourrait presque s'y perdre. Et maintenant faut plutôt se laisser guider par les allées. Alors j'ai vraiment de la chance parce que ce jardin se visite surtout l'été. Et là de bénéficier de ce petit jour de neige, c'est vraiment idéal. Ça permet d'avoir des prises de vue et une lumière totalement différente. Donc c'est vraiment top. Bonjour! On tourne toujours autour du château, ouais. On le voit de pas mal de points de vue du village. Aujourd'hui, tout ce qui concerne le patrimoine d'Ivoire est une source d'inspiration pour Aurore, à commencer par ses personnalités incontournables, comme Mathieu, l'un des 2 derniers pêcheurs professionnels du village. On va aller relever les filets. On va voir ce que Madame Nature nous donne. Prendre le large avec Mathieu, c'est un bon moyen de dénicher de nouveaux angles sur le village. Mais c'est aussi et surtout un moment de recul suspendu, de plénitude. C'est juste extraordinaire, extraordinaire. Tout est différent quand on est sur le lac, on a une autre perspective. On ne se rend pas compte quand on est à terre, qu'on est en voiture, on ne s'en rend pas compte. C'est hors du temps, on est hors du temps ici. Je veux dire, on a l'impression d'être en mer alors qu'on est sur un lac. On n'a pas l'impression d'être en montagne, pourtant on est au pied des Alpes. Et c'est un endroit incroyable en fait. À Ivoire, il y a 2 vies, il y a 2 villages, il y a 2 faces du village. Il y a le Ivoire estival, le Ivoire touristique, et on a le Ivoire hivernal qui est un peu plus replié sur soi, qui est un peu plus authentique on va dire. C'est vraiment la cité médiévale, les pieds dans l'eau. C'est un bijou, c'est un bijou. Donc c'est une pêche traditionnelle, tout est fait à la main. Les vlones aux perches, le poisson le plus recherché c'est la perche. C'est un petit peu la friandise du lac. Les gamins ils en raffolent, il n'y a pas d'arête, ça se mange tout seul. Encore une. Un petit gardon. Ça on va le garder pour les écailles pour Jean-Loïc. Comme tous les jours, Jean-Loïc, un ami de Mathieu, vient jeter un coup d'œil intéressé sur la pêche. Salut Mathieu. Salut Jean-Lo. Comment tu vas? Impeccable. Et même lorsqu'elle est plutôt maigre, comme ce matin, il sait qu'il ne repartira jamais les mains vides. Tu vas avoir des belles écailles de gardon. Du gardon, ok. Ouais. Bon. Je pense que le rendu va être pas voilà, mal. pas mal, très bien, magnifique. Ah, et c'est brillant. C'est marrant parce que l'hiver, elle est plus brillante que l'été. Jean-Loïc n'est ni poissonnier, ni chef. S'il s'intéresse à ces écailles, ce n'est pas pour les cuisiner, mais pour les transformer. Elles constituent la matière première d'un bijou qu'il fabrique à Saint-Gingolph, un village binational à cheval entre les frontières françaises et suisses. C'est dans son petit laboratoire maison qu'en bon alchimiste, il transforme ce produit brut récolté par les pêcheurs. Aujourd'hui, les écailles de 40 kg de poisson passent au mixeur. Donc ça, c'est la nacre qui est obtenue à partir de l'écaille de poisson. Donc c'est une technique qui a été découverte en 1690. Donc c'est une technique qui a été totalement oubliée et que j'ai remise au goût du jour après plusieurs années de développement. Mais au final, c'est extrêmement simple. En utilisant des billes d'émail dressées sur des tiges, Jean-Loïc reste fidèle au procédé de fabrication de ces perles qui ont fait la fortune du village de Saint-Gingolph dans les années 20. Pour que la couleur se construise sur la perle, il faut le faire à peu près 40 fois. Donc à chaque couche, on en met un tout petit peu et au fur et à mesure, on voit apparaître l'aspect nacré de la perle. C'est le pigment le plus fin que j'ai vu dans les pigments cristallins. C'est doux, c'est naturel, c'est magnifique. La technique marche si bien qu'il est presque impossible de les distinguer à l'œil nu des perles de fermes ostréicoles. Seule différence, mais de taille, la fabrication à base de matières recyclées les rend bien plus écologiques et plus abordables que des perles de culture. Moi je trouve ça pas mal, c'est un dérivé des vraies perles, donc je pense que c'est quand même un peu moins cher, et donc c'est plus accessible, et puis même l'idée elle est intéressante. Là je sais pas, c'est ce que je préfère presque de tous les modèles du magasin. C'était bien, à Saint-Gingolph, la renaissance de ces perles n'est pas seulement celle d'un savoir-faire oublié. C'est aussi des retrouvailles heureuses entre les habitants et les ressources naturelles du lac Léman.
Bravo. Vous êtes courageux, hein? Ça va, Johan? Check. Salut Jérôme. Ça va? Bien, bienvenue à Six à cheval. Merci. Merci, alors, je suis plongé dans une ambiance. Déjà, je remonte un peu dans le temps, j'imagine, là. C'est ça. Ouais. Là, ce sont les costumes d'époque qui datent du 19e siècle. Alors, on n'est pas à l'époque de l'abbaye encore. Non, non, je vois ça, mais c'est une abbaye aussi moyenâgeuse, non? C'est ça, du 12e siècle. Ok, un peu comme celle qui a Abondance. C'est ça, c'est les moines d'Abondance qui sont venus ici. Ok. Les seigneurs du Faucigny ont donné le terrain de Sixte aux moines d'Abondance, ils sont venus baser une abbaye ici. D'accord. Bah, ça va très bien, dans le cadre en tout cas. Ces costumes-là, alors raconte-moi un petit peu, c'est un groupe folklorique du village? C'est ça, c'est le groupe folklorique Prazon, donc de Sixte, qui a été créé pour le centenaire du rattachement des Savoies à la France, en 1960. Bah, c'est chouette en tout cas, très très chouette, dans ce cadre-là en plus. Puis là, la journée est magnifique, là, alors on en profite. Alors, je vous interromps, je suis désolé, hein, je ne sais pas si vous aviez fini ou... Oh, ils vont reprendre sans moi, on va aller se promener un petit peu dans le village. D'accord. Je vais aller me changer, je vois que toi, tu es déjà équipé. Ouais, bon, remettez-vous en mouvement parce qu'il fait quand même pas chaud là. C'est magnifique, écoute, sous le soleil là, entouré de ces montagnes grisonnantes. Six Fer à cheval, c'est un petit village de montagne, comme tu peux le voir. Ouais. Avec plusieurs sites remarquables, dont le fer à cheval. D'accord, ça c'est le cirque ça. C'est ça. La commune donc, va de 700 mètres, où on est actuellement, jusqu'à un peu plus de 3000 mètres d'altitude, avec une dizaine de hameaux. On vit avec les saisons, on va dire. Moi, je suis originaire depuis plusieurs générations c'est vrai de la famille Meunier. T'es artisan, toi hein? Voilà, je suis artisan, menuisier charpentier. Ok, donc depuis sur la commune. plusieurs générations. C'est ça. Mon grand-père a fondé l'entreprise avec mon père. Ouais. Et mon arrière-grand-père était déjà menuisier. Oh, c'est génial ça. Bah là, comme tu le vois, on est vraiment dans un hameau typique du village de Sixte, où on peut voir la maison traditionnelle. Voilà, là, on a fait une rénovation complète. Donc en bas, on avait l'habitation. On voit clairement la porte d'habitation. Okay. À droite, si on avance un petit peu, on va voir la porte de l'écurie, où les bêtes rentraient. Okay. Et le haut était destiné uniquement à stocker le foin. Okay. Toute la partie bois était uniquement du stockage. D'accord. Celui-là, j'ai travaillé aussi. Là, on a fait c'est ça aussi là? Oui. Ah oui, t'as fait tout le village? Non, pas tout le village, mais là, c'est plus une rénovation, donc avec du bois, on va dire, neuf, mais qui reste dans le style voilà, de l'habitat traditionnel. Le partie haute en bois et le bas en pierre à l'origine. C'est magnifique, écoute. Hein. Bon, Jérôme, on va aller chausser les raquettes. Ouais. Je vais t'emmener faire un petit tour dans le cirque naturel du fer à cheval. Génial, j'ai hâte de voir ça. On va aller voir les cascades et les montagnes. Et on va essayer de ne pas en faire des cascades, parce que ça glisse. Hein. On va essayer. C'est grandiose là. Hein. Ah ouais, là, on a vraiment une belle journée. Là, tu vois les montagnes. Ouais, un peu de lumière sur les cimes. Là, tu vois le rocher qui se découpe dans le ciel, là. Ouais. On l'appelle la corne du chamois. D'accord. C'est sur les pentes du Tenverge, un des plus hauts sommets de Sixte. Ça culmine à combien, ça? Quasiment 3000 mètres. Ok. 1990. Et là, on est déjà dans le cirque du fer à cheval. C'est ça, là, on est dans le cirque, là. Ils ont appelé ça le fer à cheval à cause de sa forme, qui rappelle un fer à cheval. On peut deviner l'arrondi quand même, là. C'est ça. J'adore. Là, les petites rivières gelées. Oh, génial. C'est magique, hein, ces petites forêts-là. Et là, on est en train d'arriver donc dans la réserve naturelle de Sixte. Ok. Qui a été créée à la fin des années 70. On commence à voir les cascades de glace. D'accord. Les stalactites qui se forment. Des petits torrents qui se sont figés. Voilà. Là, derrière la forêt, là, on a ce qu'on appelle le bout du monde. La finalité. Le monde s'arrête là. Du fer à cheval s'arrête là. Voilà, là, on arrive dans le hameau du Frénalet. Wow, la carte postale, là. Donc voilà, c'est les hameaux de moyenne montagne où les gens vivaient le printemps avant de pouvoir monter dans les alpages de haute altitude l'été. Et ils repassaient ici l'automne avec leurs bêtes
pour manger les pâturages aux alentours. D'accord, donc ils montaient par étapes suivant les saisons. Voilà, exactement. Ok. C'était un hameau, on va dire, d'automne et de printemps. C'est super beau. Hein. Oh là là. On sent poindre le soleil là. Ouais. C'est agréable. Il repointe le bout de son nez avant de partir. Mince, on était bien avec lui. Ah, c'est vrai que ça se couvre un peu là-bas. Ouais, ça se couvre. Ouais. Ils annoncent un petit peu de neige pour ce soir. On va se dépêcher d'aller se mettre au chaud. Oh, quel bonheur de marcher dans cette poudreuse là. Ah là, elle est bonne en plus, hein. Elle vient de tomber. Ah, c'est qu'on a même un comité d'accueil. Coucou les enfants. Bonjour. Vous avez fait le feu? Ça va? Vous dites bonjour, Bonjour. à Jérôme? Salut, la petite famille. Ouais, je te présente Aude, Enchantée. Anna et Andrea. Oh, Anna et Andrea, ça va? Qu'est-ce que c'est beau ici? On est pas mal. Ah, c'est fabuleux, ce petit chalet là. C'est incroyable. Allez, on rentre, nous, on a fini. Hop là. Bon voilà, on va pouvoir quitter les raquettes. Ouais, les rackets. On est bien? Ah, c'est fabuleux. J'adore ton chalet. Ça payait le coup de marcher un petit peu, non? Oui, comme tu dis, ça payait le coup, oui. J'adore. Franchement, c'est un petit endroit complètement magique là au milieu de la forêt de sapins. C'était quoi d'ailleurs ce chalet auparavant? Ce chalet, c'était un miche où il venait stocker du foin. D'accord. Il faisait du foin là dans les pâturages où on est passé tout à l'heure. D'accord. Il le stockait ici et à l'arrivée des premières neiges, il venait le récupérer avec des luges. On l'a aménagé pour venir comme ça le week-end, en famille. Donc c'est-à-dire que les loulous là, ils ont fait toute la marche là depuis un petit. Voilà, ils ont pris un petit raccourci eux, mais, ouais. Mais ils ont fait une bonne partie de la marche. Ouais. C'est des vrais petits montagnards quoi. Ah ouais, ils sont entraînés. Allez, on va aller voir ça à l'intérieur. Je suis sûr que l'aménagement est génial, moi. Mais c'est drôlement grand ici. Voilà, t'arrives au chalet. Vous êtes vraiment bien là. On est pas mal. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien aménagé. Non pas que j'ai pu douter de tes talents, hein, mais non, c'est top. Et donc là, je vois qu'il y a l'électricité. Non, il n'y a pas l'électricité. On a un panneau solaire avec une batterie. Excellent. Juste pour les 2 lampes. Ok. On n'a pas l'eau non plus. Là, on fait fondre un petit peu de neige. Ouais, en cette saison, il faut tendre le bras. C'est ça. Ah bah écoute, j'adore. J'adore, on se sent bien là, on est bien au chaud. Ah, c'est vite chaud, ouais. C'est l'avantage. D'ailleurs, on va s'aérer. Ça vous dit, les enfants, d'aller faire un petit peu de jeu dans la neige? Ouais. Allez. C'est vrai, Andrea aussi? Allez, venez. Je pense qu'il y a un terrain de jeu là, assez intéressant. Il y a de quoi faire. Ouais. Ah bah ça y est, tu t'es déjà mis dans la neige, toi. Faut pas appuyer trop fort. Voilà. On va le poser là. On tape dans les mains pour le bonhomme de neige. Allez, on rentre au chaud. Ça y est, c'est prêt. On va pouvoir manger. Ah, parfait. Ça me fait bien plaisir de manger une fondue. Faite apparemment par un spécialiste, n'est-ce pas, Aude? Ah oui, tout à fait. Si j'ai bien compris. Ça, c'est son domaine. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, parce que... J'ai jamais fait une fondue, c'est toujours lui. Alors, vous êtes rencontrés comment, tous les deux, si c'est pas indiscret? C'est du village aussi, toi? Ouais. Je suis de Salvani et depuis tout petit, depuis la maternelle, on est ensemble. Vous êtes ensemble. On est ensemble. Vous connaissez? On est ensemble. Oui, vous n'avez pas commencé à la maternelle. Non, on va pas exagérer. Mais on s'est rencontrés à la maternelle. C'est chouette. C'est un peu le cas dans le village pour beaucoup de générations de s'être retrouvés comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont restés d'ailleurs du village. Oui, beaucoup. Beaucoup de jeunes, ouais. Les jeunes restent en général. Ah oui, il y a un sous-marin dans le caclon là. Oula. Attention, oh là là, accident. Accident grave. En fait, les enfants, on n'a même pas donné de nom à notre bonhomme de neige. Comment on l'appelle? Marcel. Marcel? Ça, c'est une bonne idée, Marcel. C'est bien ça. Allez, c'est bon pour Marcel. Petit hameau isolé, station de montagne ou bourgade cossue bien vivante. Dressés au cœur des paysages alpins, les villages de Haute-Savoie prennent souvent des allures de carte postale.
une beauté naturelle qu'ils doivent aussi à leurs habitants, amoureux de leur région et soucieux de préserver ce patrimoine. Pour moi, les villages de Haute-Savoie ont du corps. Ce sont des villages vivants, accueillants, où il fait bon vivre et faire plein d'activités dans la nature. C'est la convivialité en famille. Pour prendre la mesure de ce qu'est un village haut-savoyard, l'idéal c'est de prendre un peu de hauteur. Donc voilà notre avion. Bon, les conditions de vol sont parfaites aujourd'hui, hein. On a vraiment de la chance. Et c'est encore mieux si cela se fait à bord d'un mousquetaire, un avion équipé de skis spécialement destiné pour la montagne. On va se diriger vers la vallée de Chamonix, en passant par le village de Combloux, Cordon, Saint-Gervais, Saint-Nicolas-de-Véros. Et on finira avec les glaciers dans le massif du Mont-Blanc. À 26 ans, Diane Farah est pilote pour la plus petite compagnie aérienne française qui est basée sur les hauteurs de Megève. Dès que le temps le permet, elle fait découvrir les panoramas grandioses du massif du Mont-Blanc. Un survol qui commence toujours par les villages de la vallée. Donc on a passé le village de Megève juste sur la gauche, le village de Combloux juste en dessous. On voit bien l'église avec son clocher. Donc l'église qu'on vient de voir en fait appartient, comme toutes les autres églises de la vallée, au courant des églises baroques. Ils ont un clocher en forme de bulbe. En fait, ces églises ont été construites entre le 16e et le 18e siècle. À cette époque, il faut s'imaginer que les hivers étaient très rudes et ils ne passaient pas les hivers ici. En fait, beaucoup partaient travailler à Vienne, en Autriche. Et c'est là-bas qu'ils ont découvert ces églises avec ces bulbes, ces formes arrondies. C'est à cause de ça. Grâce à eux. Posée en fond de vallée ou nichée en altitude, c'est vu du ciel que l'on découvre le mieux l'implantation des villages dans ces reliefs alpins. En face, on retrouve le fameux Mont Blanc, le massif du Mont Blanc. Mais à bord de cet avion à verrière panoramique, le clou du spectacle, c'est bien sûr le survol d'un impressionnant décor naturel sur les flancs du sommet le plus haut d'Europe. Une expérience qui ne laisse jamais personne de glace. Imposantes et majestueuses, ces montagnes qui s'étirent autour des vallées protègent les villages, où même le son des cloches est d'origine haut-savoyarde. Avec ses 53 cloches, civiles et cultuelles, Châtel vient d'obtenir le titre de village sonnant. Une distinction qu'il doit en partie au fondeur de cloches Philippe Paccard, qui vient examiner le carillon de l'église du village au moins une fois par an. Une mission délicate qui, en plus d'une bonne souplesse, exige de prendre aussi quelques précautions. Là, on va se protéger les oreilles pour tester cette cloche parce que c'est puissant. Allô, Anne, tu m'entends? Lorsqu'il est prêt, Anne, sa femme, déclenche le système qui lance la cloche en volée, ce qui permet à Philippe de vérifier son bon fonctionnement. C'est parti. Merci, on ne fait pas d'autres tests pour l'instant. J'ai un petit réglage à faire. Je te rappelle. Au démarrage, on voit que la chaîne bouge et qu'elle accroche la cloche. Donc je vais resserrer la chaîne. Les Paccard fondent des cloches depuis plus de 200 ans et ont équipé la plupart des villages haut-savoyards. Alors, suivre Philippe au sommet des églises, c'est un peu se hisser dans l'histoire de sa famille. Ici, on a des cloches d'au moins 4 générations. On a la 4e génération avec la cloche qui est ici, qui porte le nom de Jeanne d'Arc. C'est des cloches de mon arrière-grand-père. Et on a cette cloche qui est ici, qui est plus récente, qui a été coulée par mon père. Et puis les petites cloches qui sont en haut, donc c'est ma génération, c'est mon frère et moi-même. Les cloches, elles suivent la vie des hommes. Et on est très fiers de pouvoir participer régulièrement à la vie de ces villages. Pour dénicher le supplément d'âme des villages haut-savoyards, il faut savoir pousser certaines portes. Comme celle des frères Michaud, figure locale du village de Morillon et infatigable travailleur du bois.
Leur spécialité, la décoration de colliers de cloches à vache. Pour faire un joli collier, il faut au moins 8 jours de travail, quoi. À 8-10 heures par jour. Pour moi, c'est une passion. Pour les gens qui l'achètent, c'est une décoration, quoi. À 77 et 78 printemps, les deux frères ont passé leur vie entière à créer dans cet atelier des objets pour les autres. Si notre père voyait ce qu'on fait, il serait aux anges. Maintenant, on fait ça pour se distraire. Ouais. À leur manière, ils perpétuent l'esprit profondément montagnard des villages de Haute-Savoie. Ah, bonjour Jérôme. Ça va Gérard? Bienvenue à Pras-sur-Arly. Merci. Avec ce beau soleil, on va faire un vol magnifique. Mais j'ai l'impression que les conditions sont incroyables. Hein. C'est super. J'ai gonflé le ballon, je vais le chauffer pour le mettre debout et c'est parti. Ben, chauffe Gérard, allez, chauffe, on y va. Il faisait moins 12 ce matin, donc tu peux continuer à chauffer. Hein. Là, c'est bien, ça me permet de voir le village de Pras-sur-Arly et de découvrir un petit peu comment se composent ces hameaux autour. Là, c'est très beau. Hein. C'est magnifique. Hein. Ah, puis ce qui est chouette, c'est que ça y est, le soleil commence à venir caresser le bas de la vallée. Là, on est en train de survoler quoi, Megève? Tout à fait, c'est ça. Megève est juste sur notre droite. Ça touche quasiment Pras-sur-Arly, du coup. Les deux stations se touchent. De toute façon, Pras, avant, c'était les prés de Megève, ça s'appelait. Et au début du XXe siècle, vers les années 1905-6, par là, les Pras de Megève sont devenus les Pras d'Arly. Ils ont demandé leur indépendance. D'accord. Et c'est devenu un village à part entière et pas seulement un hameau, quoi. Tout à fait. Tu vois, là, on est déjà à 1500 mètres d'altitude, c'est-à-dire qu'on est monté de 500 mètres sans se rendre compte de rien. Ouais. Et on a le Mont Blanc qui apparaît devant nous, tu vois. Il est sorti, le Mont Blanc, il est juste là. Ah oui, d'accord. Alors, tu vois, ça fume là-haut. Le Mont Blanc, il fume. Oui, il fume, oui, sur Et en fait, il fume, c'est comme il a beaucoup neigé, qu'il y a de la neige, elle est poudreuse là-haut. Là-haut, il y a 80 km/h de vent, peut-être. D'accord. Donc donc, ce panache qu'on voit là, c'est la neige qui s'envole sur 3-4 km, qui part du côté italien. C'est juste fabuleux, là. Alors, ce fameux Mont Blanc, on dit qu'il grandit chaque année un petit peu. Ouais. Et on en est à combien? 4809, 4810, 11, c'est quoi? Oh, moi, je crois que c'est 4810. Je trouve que ça fait un compte rond, comme ça, c'est bien. Tous les spécialistes se battent entre 4808 et 4810, 4811. D'accord. En fait, ça change un peu toutes les années en fonction de la hauteur de glace et la hauteur de neige. Donc, et puis, on n'est pas à 1 mètre près. Non, c'est vrai. Ça reste le point culminant de France. Et d'Europe. Et d'Europe, voilà. Tu sais où tu vas poser, Gérard? Eh bien, écoute, pour l'instant, on a un petit peu de vent à moyenne altitude. Hein. Donc, on fait un peu du zigzag dans la vallée, là. Ouais. Donc, je sais pas trop. On va descendre plus bas parce que le vent va se calmer quand on va arriver près du sol. Puis, on va voir où ça nous emmène. On va s'appuyer un peu peut-être sur les branches, on va voir. Ça va nous freiner un peu le ballon, comme ça, j'ai le temps de voir un peu ce qui se passe derrière. Je voudrais bien te poser court, là, sur le bord de route ou tu veux que je ramasse sur un petit bout de parking. Tu pourrais presque ramasser des... ça aurait été un marronnier, j'aurais pu prendre des marrons en place. Quoi? Ah, c'est du tilleul, mais il est un peu foutu, tu vois. Tu vas pas pouvoir faire de... C'est pas mal. À mon avis, tu ne pourras pas faire de tisane, ça a un peu séché. Je pensais pas que c'était un vol cueillette aussi. Je ne savais pas que c'était prévu comme ça. On peut faire de la cueillette aussi. Tout est possible, leur ballon. C'est ça l'aventure du ballon, c'est que tu ne sais jamais où tu te poses. Jamais vraiment où tu vas aller. Je crois qu'on va poser sur le terrain de rugby. Là, mais alors si tu poses derrière la ligne, ça fera un essai au moins, on marque des points. Hein. Oui, on va essayer de marquer des points, t'as raison. Moi, je commence à avoir faim. On pourrait peut-être aller acheter un peu de charcuterie, un peu de fromage chez mon ami Massimo. Si tu veux. Et puis comme ça, on peut aller pique-niquer par exemple au bord d'Arly, tellement il fait beau là.
Bonjour Massimo. Bonjour Gérard. Comment ça va? Bonjour, Alors, ça va je bien, te présente Jérôme, on est venu faire nos courses pour un petit pique-nique. Enchanté. Vous avez une super belle boutique, hein? Merci Jérôme. Merci oh là beaucoup. là! Et vous avez beaucoup de fromage aussi, hein? Oui, oui, on a pas mal de fromage. Je peux vous faire goûter si vous voulez. Ouais, ah bah avec plaisir. Là, on a un Beaufort d'été 2020. Hop, je viens vous aider. Je vous passe la planche. Merci, on va poser ça Comme ici. ça, vous pouvez déguster tranquillement. C'est beau, hein? Ouais. C'est très beau. Alors, on va pouvoir déguster. C'est vrai qu'il est très tendre, il est onctueux. Et puis toi, il est fruité, il y a ce petit goût de noisette qui finit à la fin, là. Et moi, je le trouve excellent. Et puis, on va peut-être choisir un petit peu de charcuterie. Alors, est-ce qu'on fait une petite entorse à la charcuterie locale, puisqu'on est avec Massimo, et qu'on va faire honneur à la charcuterie italienne, peut-être? Ah, ça me fait plaisir, ça. La mortadelle, il faut qu'on prenne bah oui. la mortadelle. Très belle idée. Eh ben, je crois qu'on va se régaler. Ouais. Je vous laisse à votre journée. Et on pensera à vous pique-nique, hein. On pensera à vous en mangeant tout ça. Merci beaucoup, Massimo. Merci, belle saison à vous. Merci. Bon, tu veux qu'on aille déjeuner au bord de la rivière? Oui, on va prendre le petit chemin à gauche, et puis on est tout de suite au bord de l'eau. Ouais, bah tu vois, alors on va se mettre là au bord de l'eau, on va être super bien, là. Ça va? Je passe d'1m75 à 40 cm de hauteur. Fais attention, il y a quand même pas mal de neige. Ah, c'était pas mal, ça. Là, regarde, on va être super bien au bord de l'eau, là. Ouais, super. Ouh! C'est bon, ça. Ça, c'est confortable. Bon, super. Alors, tu vois, là, on est au bord de l'Arly. Donc, c'est la petite rivière qui coule sur le plateau, puis elle va se jeter dans l'Isère, là-bas, vers Albertville. Puis derrière nous, t'as vu, on a mis 5 minutes pour descendre du village. Ouais, c'est ça. C'est tout près, et puis, on est juste à côté. Puis là, on a tout le domaine skiable de notre petite station de ski de Pras-sur-Arly. Alors, l'avantage qu'il y a ici, si tu veux, c'est que, tu vois, on reste dans des petits villages, mais on a 200 km de piste. Parce que d'ici, on peut partir, on va à Neudame-de-Bellecombe, Cré-Volant, Haute-Luce, tous des petits villages de montagne. Et ils sont tous reliés par les pistes. Ah d'accord, donc tu peux rester dans une ambiance village pour ce qui est pas besoin d'être dans une grande station. Et voilà. C'est mignon, ça. Ben, c'est sympa, hein. Je savais pas, tu vois. Tu sais que tu as de la chance parce que tu es venu sur les plus belles journées qu'on puisse avoir pour le moment du début de l'hiver. On a eu beaucoup de neige tous ces derniers jours. Ouais. Et puis là, on a un soleil magnifique. Ça va durer quelques jours aussi. Donc on a vraiment les conditions optimales de chez Optimal. Donc reviens quand tu veux. Hein. Tu crois que je porte chance Sûrement. Et que j'amène le soleil? Bah c'est ça. Hein. Ah, j'aimerais bien avoir ce pouvoir-là, tu sais. Impossible de se promener au Grand Bornand sans remarquer leur présence à chaque coin de rue. 2000 vaches pour 2000 habitants. Les bovins tiennent une place à part dans ce grand bourg de montagne. Si la vache est sacrée ici, c'est surtout parce que de son lait naît un fromage au caractère unique, le reblochon. De Manigot au Grand Bornand, en passant par la Clusaz, cet emblème régional fait vivre beaucoup de villageois dans le massif des Aravis. Dans la ferme de la famille Missilier, la journée commence tôt, très tôt. Vers 5h15 du matin, Emmanuel, le papa, se lance dans la traite des 42 vaches de l'exploitation. Et comme tous les week-ends, l'une de ses filles, Marie, 14 ans, vient lui donner un coup de main. Ma vache préférée, c'est celle-là, parce qu'elle est toujours gentille avec moi. Faire du reblochon, c'est un vrai travail d'équipe qui ne peut marcher qu'en parfaite complicité avec les vaches. Nos vaches, c'est vrai qu'on y tient et on les aime, on en prend soin. Donc on les connaît toutes par leur nom. Puis après, ouais, elles ont tout un peu leur caractère. On a une vraie relation avec nos vaches parce que, j'allais dire, on y passe beaucoup de temps, hein, matin et soir, 2 fois par jour, tous les jours de l'année. Alors on les connaît très bien à force. L'histoire de la vallée des Aravis et du reblochon ne date pas d'hier. Son origine remonte au Moyen-Âge et à l'ingéniosité de ses villageois. Alors le mot reblochon, c'est un patois qui veut dire retraire une seconde fois les vaches. Parce qu'à l'époque, en fait, les paysans, quand ils montaient en alpage, ils payaient une location au seigneur qui était fonction de la quantité de lait qui était produit sur l'alpage. Alors, au jour du contrôle, les paysans, un peu malins, ils traisaient les vaches qu'à moitié. Et après, du coup, quand le seigneur était parti, ils retraisaient une seconde fois les vaches pour finir de les traire comme il faut. Et c'est avec ce lait-là, un peu plus gras, le lait de fin de traite un petit peu plus gras, qu'on a commencé à faire un fromage qui s'appelait le reblochon. L'une des particularités du reblochon fermier, c'est qu'il doit être fabriqué à partir du lait chaud de la traite. Il ne faut donc pas traîner.
4 litres de lait sont nécessaires pour faire un reblochon de 500 grammes. Avec le lait de la traite de ce matin, Emmanuel et Nathalie vont donner forme à plus de 80 reblochons fermiers qui vont se reposer une petite semaine avant de vivre de nouvelles aventures. Les 25 km qui séparent la ferme d'Emmanuel à Manigot, le fief de son affineur, sont parsemés de villages de caractère. C'est vrai que c'est très beau, c'est des villages qui sont beaux parce que c'est des anciens chalets. C'est vrai qu'on a cette chance d'avoir des jolis villages dans les Aravis. Salut Manu. Ça va? Oui, ça va et toi? Tout va bien. Pour les reblochons, arriver chez l'affineur, c'est un peu comme prendre place dans une clinique de luxe. Ils y sont accueillis par un spécialiste qui va tout mettre en œuvre pour les mettre à l'aise dans des caves aux murs de briques et à l'humidité parfaite. Là, on est sur des reblochons qui, ça fait 4 jours qu'ils sont chez nous. On en est au tout début de l'affinage. Et nous, on va leur faire toute une série de soins pour les mener à maturité. Donc cette série de soins, ça va être des retournements comme je fais ici. Et il faut compter entre 3 et 5 semaines pour mener les fromages tels qu'on aime les déguster, avec un fromage qui a du goût, qui a une croûte fine, qui a une texture souple, crémeuse, avec une pâte brillante. Les reblochons sont enfin prêts pour leur 3e vie. Alors voilà. Après le fermier, puis l'affineur, c'est au tour du restaurateur de s'intéresser à eux. Mais c'est parfait, comme d'habitude. Impeccable. Voilà, merci chef. Voilà. Allez. Bon, vous vous régalerez bien. Hein. Il n'y a pas de problème, là on est sûr du résultat. Direction la ferme des Vonzins. Bonne journée, à bientôt. Un chalet d'alpage isolé tout en haut de la montagne que Philippe a transformé en ferme auberge. Toc toc. Salut tout le monde. Le lieu idéal pour passer au fourneau. Voilà. On fait les croûtes au reblochon. Alors ça, c'est vraiment un vieux plat de montagne. On le fait avec un pain qui est un peu rassis. Ce pain, ensuite, je vais l'imbiber avec du vin blanc. Vin blanc de Savoie, bien entendu. En Savoie, il faut être généreux dans nos montagnes. Après, on va mettre un petit peu de moutarde. Parce que la moutarde et le reblochon, ça se marie merveilleusement bien. On va installer nos lichettes de jambon dessus. Et là, regarde ces reblochons, si c'est beau. Tu sais, moi, si tu me montres un reblochon comme celui-là, en un quart d'heure, il n'y a plus rien. Et regarde, c'est crémeux, c'est coulant, c'est... Mais... Il y a bon nu en culotte de velours. Comment ça va? Comment tu vas? Ça va bien. Tiens, allez, on va se mettre ça dans le four. Voilà, tout le monde assis. Ça va? Piquez donc du pain, allez-y les cocos. Merci. Et bon appétit. Tous les fromages français sont merveilleux, mais il est vrai que nos fromages de montagne ont un goût qui est fantastique. Et ce reblochon, c'est une merveille. Allez, chin chin, santé. Dans ces villages et hameaux des Aravis, le reblochon règne sans partage depuis le Moyen-Âge et n'a pas fini de faire frémir les papilles des Hauts-Savoyards. Bonjour. Bonjour. Jérôme. Enchanté. Je me pose là? Bien sûr. Ah, c'est top. C'est à ça qu'on sait qu'on est arrivé à Avoria, c'est qu'il n'y a pas de voiture, on est obligé de prendre les calèches. Et vous êtes bercé au son des clochettes. C'est plus agréable que le son des voitures. Ça change? Ouais. Alors du coup, où est-ce que je t'emmène? Tu m'emmènes au restaurant de La Cachette? Pas de problème, c'est parti. Vous êtes combien de calèches? Je vois qu'il y en a encore une là. Alors en temps normal, on est 20 cochers. On assure un service en fait sur la station en termes de transport. Ouais. Donc la journée, quand vous voulez vous déplacer, si vous voulez pas partir à pied, vous vous déplacez en fait en traîneau.
C'est ce qui fait vraiment sa force en termes de station familiale. Vous n'avez pas besoin de voiture pour aller au cours de ski, pas de voiture pour aller au supermarché, et tout se fait en calèche. Ah, c'est top, il y a vraiment une ambiance unique. Ah bah ça crée une atmosphère qui est unique au monde. Ouais. C'est vrai que ça fait partie du paysage, hein, ces calèches quand même. C'est ça. Et Marie, toi, ça fait combien de temps que tu es cochère comme ça? Alors moi, c'est ma 8e saison. Ah oui, donc ça fait un moment. Eh oui. T'as commencé tout bébé, là? Oh, quand même pas, j'ai commencé à 22 ans. Ouais. Et alors, donc tu fais ça en saison? Voilà, c'est ça. Et alors, quelles sont tes autres activités hors saison? Alors sinon, moi, toute l'année, je suis agricultrice sur Morzine. Ok. Et sinon, à l'entre-saison, quand je fais pas le traîneau, je suis chauffeur poids lourd. Mais non. Si. Ah ouais, tu passes du tout au tout, quoi. C'est ça. Ah ouais, on est polyvalent. De la calèche aux 38 tonnes, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a toujours une histoire de chevaux, mais pas les mêmes. D'accord. Alors hop, on s'arrête. Hop là. Et voilà la cachette. La cachette, c'est où? Juste là. Ah ouais, c'est bien caché en effet. Salut Jérôme. Ah, tu es là? T'as réussi à nous trouver, ouais, c'est bien. C'est vrai que tu peux pas vraiment recevoir de clients en ce moment? Bah non, compliqué, mais c'est pas grave, on s'est adapté. Ouais. On fait de la vente à emporter et ça se passe bien. Ah, c'est chouette. On est content. Je t'offre un petit vin chaud? Ah, avec plaisir. Allez, tiens. Ah, c'est adorable, merci. Avec plaisir. Ah, bien chaud, c'est ça top. fait du bien. Du coup, je te présente Florent, avec qui on a la cachette. Enchanté. Salut Florent. Donc là, tu es en train de faire quoi? Une petite fondue? Ouais, tout le monde en fait. Du coup, nous, on a voulu mettre un peu notre touche personnelle. Et du coup, on la sert dans une miche de pain. D'accord. Donc, au lieu de manger la fondue avec le pain que tu trempes dans le caclon, on met le fromage dans le pain directement. Et c'est avec le pain autour que tu récupères le fromage. D'accord, excellent. Et ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va rajouter des cèpes. Ah, ça, c'est la spécialité de la maison, alors? Bah, c'est un peu notre marque de fabrique, ouais. Ça l'est devenu, en tout cas. Ouais. Ça l'est devenu, ouais. Alors, explique-moi un petit peu le principe là, de votre établissement. Alors en fait, on est quand même dans un lieu mythique de la station, puisque c'est un des premiers bars qui a été créé à Avoria. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes installé ici, alors? On attaque notre 5e saison. Ah ouais, donc ça fait un petit moment déjà. Exactement. Donc ça, ce que tu es en train de préparer en ce moment, tu vas le livrer à un client, c'est ça? Exactement, si ouais. J'ai bien compris, ouais, exactement. Marion. Mais tu vas venir avec moi, Jérôme? C'est-à-dire? Tu vas venir livrer avec moi? Ah, je vais venir livrer? Ça te tente pas? Alors, une seule condition. Oui. Que tu me fasses une petite visite guidée de la station. Avec plaisir. C'est donnant-donnant. Très bien. Ça marche. Je suis Mais ton tu homme. portes les sacs. Je porte les sacs, il n'y a pas de problème. Alors là, Jérôme, tu vois, on est carrément dans le cœur historique de la station. Ouais. Quand le téléphérique a été créé un petit peu plus bas au début des années 60. Et après, l'hôtel qui est juste ici, qui est l'hôtel des Dromons, l'hôtel mythique de la station. Tu reconnais encore sa forme architecturale en forme de montagne. Ouais. Il a été fini en 1967. Ok. Et ça, c'est le premier hôtel qui a été construit? Exactement, le premier bâtiment de la station. Ok. Après, s'en suivent ces deux-là, le Séquoia et les Mélèzes. D'accord. Qui sont comme, on le voit un peu moins haut que les autres bâtiments de la station, mais qui sont faits sur la longueur. D'accord. C'était le postulat, c'était de s'intégrer dans le décor Alors ça, naturel. c'était vraiment une idée de Jacques Labro, l'architecte de la station, qui voulait que le décor s'intègre entièrement à la nature et qu'en bas, dans la vallée, on ne voit pas forcément qu'il y a quelque chose en haut. Ah, d'accord. Ça a dû être accueilli de manière un peu étrange à l'époque où on bétonnait beaucoup, d'arriver à dire je vais faire un village tout en bois avec des formes architecturales plutôt novatrices. Exactement. Très atypique. Et ça a plu autant que ça a déplu. Mais en tout cas, on a parlé. À partir de quel moment tu as pris conscience du trésor qu'était cette station d'Avoria, toi? Ouais, je crois qu'il a quand même fallu que je parte. Ouais, c'est ça. Hein. Pour revenir et pour me dire que finalement, on avait beaucoup de chance ici. Évidemment, quand tu es enfant, adolescent, tu vois un petit peu ce qui se passe à la télé et tu as plutôt envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Ouais. Et puis,
Une fois que tu es parti, tu te rends quand même compte de la chance qu'on a d'évoluer dans un milieu sans voiture, où tout est piéton. Et puis il y a quand même un univers qui est créé à Voria. Parce que le but de la station, c'est quand même le tourisme. Ouais. Et du coup, tout est créé autour de ça pour apporter plein d'animations aux gens qui viennent nous voir. Ouais. Et du coup, on en profite. Bonjour. Bonjour. Rentrez, je vous en prie. Merci, c'est la livraison. Bienvenue. Et voilà mon Thomas. Merci beaucoup. Voilà ta petite livraison pour le midi. Jérôme, je te présente Thomas, avec qui j'étais à l'école. Bonjour, enchanté. Enchanté, bonjour. Bienvenue. Bah, c'est beau ici, dis donc. Ouais. C'est un super bel endroit. C'est tout neuf. Ouais, ça se voit. C'est quoi, juste, c'est une résidence privée ici? Alors en fait, c'était anciennement un restaurant et 6 appartements de saisonniers qu'on a démolis il y a 2 ans. Et qu'on a entièrement reconstruit pour faire une résidence haut de gamme. C'est amusant que tu habites dans ce lieu. Il faut que quelqu'un se sacrifie pour tester les appartements, vérifier, faire les petits réglages de domotique, voir quel niveau de lumière s'allume, est-ce que les cheminées fonctionnent bien, toutes ces petites choses-là. Donc c'est un sacrifice nécessaire. C'est très beau. Merci, tout à ton honneur, Thomas. Merci beaucoup. Eh ben, bonne fin de test d'appartement. J'espère que ce ne sera pas trop difficile pour vous. Hein. Non, ça devrait aller, on va s'en sortir. Bon, et ben, on va vous laisser peut-être manger chaud. Bon appétit. Merci. Merci. Bye bye. C'est toi qui portes mon sac, hein, Jérôme? Je porte le sac, je suis livreur moi aujourd'hui, tu sais. Ouais, c'est bien. Chaque hiver, au mois de janvier, une vingtaine de villages de Savoie et de Haute-Savoie sont traversés par une course hors du commun. La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, la plus grande course de chiens de traîneau d'Europe. Depuis sa création en 2005, cette épreuve qui dure 11 jours est devenue une référence mondiale où 45 mushers professionnels et amateurs d'une dizaine de nationalités viennent s'affronter dans des décors à couper le souffle. Comme pour la caravane du Tour de France, tous les matins, cette petite communauté se met en route vers l'étape suivante. Alors là, on ouvre la voie. Quotidiennement, on part du lieu où sont logés les mushers. Donc on a le village des mushers qui nous suit derrière. Et donc chaque jour, on se déplace comme ça pour aller jusqu'au site de départ. Et c'est vrai que je pense que le passage de la course est très attendu dans les villages. Le village de Samoin n'est que la deuxième étape de la compétition. Premier réflexe des concurrents, s'occuper des véritables athlètes, des chiens de tout poil, qui, contrairement aux idées reçues, ne sont pas tous des huskies. Aurélie et Rémi sont mushers professionnels en Laponie. Avec leurs 26 chiens, ils ont parcouru plus de 3700 km pour rejoindre la Haute-Savoie dans un camion spécialement aménagé pour ce genre d'itinérance. Oui, bah ça c'est notre deuxième maison dès qu'on part sur les compétitions. La partie de devant est aménagée en camping-car, la partie de derrière est aménagée pour les chiens, avec de quoi se reposer, de quoi dormir, de quoi les masser et de quoi leur préparer à manger. Tous les deux s'entraînent depuis 1 an avec des chiens sélectionnés sur plusieurs générations. Nos chiens, c'est des Scandinavian Hound, des chiens très proches de l'homme, donc vraiment attachés à nous, comme si c'était des chiens de compagnie en fait. Mais ils adorent courir. Ils ont vraiment la recherche de la... eux veulent aller vite, longtemps. Et c'est vraiment des chiens avec lesquels c'est intéressant et sympa de travailler. Au moment du départ, ce sont des attelages en pleine forme qui s'élancent chaque minute vers les montagnes du Gifre qui surplombent le village. Une épreuve difficile de 30 km, très alpine, qui risque de donner du fil à retordre aux concurrents, mais qui ravit les spectateurs. C'est super, particulièrement en janvier où c'est très calme ici. Donc c'est sympa d'avoir plus de touristes. Ça permet aussi de montrer qu'en Haute-Savoie, on peut faire autre chose que skier. Regarde. C'est pas quelque chose qu'on voit partout, quoi. Donc on a un peu on sent qu'on a de la chance quand même d'être ici. Avec une distance de 500 km et 12 000 mètres de dénivelé cumulé à parcourir en 2 petites semaines,
la grande Odyssée demande un effort physique exceptionnel aux 600 chiens qui participent. Et aujourd'hui, ceux d'Aurélie se sont plutôt bien débrouillés. Super, très belle étape. C'était vraiment très fatigant, des grosses montées. Mais les chiens ont très bien couru. Et ben maintenant, on va aller s'occuper d'eux, leur donner à boire, les réhydrater, les masser pour repartir demain. Le lendemain, la course prend son départ au village des Jets. Et comme d'habitude, l'événement met ce petit monde en effervescence. Je vais vous prendre une gaufre Nutella, s'il vous plaît. Pour se réchauffer. Christophe habite le village depuis toujours. Mais surtout, il ne rate jamais l'occasion d'aider, en tant que bénévole, au bon déroulement de la course de traîneau. Alors tu vois là, je fais tout le parcours avant pour m'assurer que tout soit en ordre. Et ce piquet n'était pas à la bonne place, comme ça il est bien visible depuis l'arrivée des concurrents qui vont arriver d'ici une demi-heure. Qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il vente, lancé à une vitesse moyenne de 25 km/h, rien ne semble pouvoir perturber ces équipages déterminés à remporter le trophée. C'était un vrai bonheur de partager notre montagne. Tu vois, avec des équipages internationaux, des gens qui viennent de partout voir ces Alpes. C'est chouette. Après une longue course et malgré des conditions parfois extrêmes, la plupart des équipages ont relevé le défi de cette édition. À l'arrivée, Aurélie est deuxième de sa catégorie et Rémi premier au classement général avec une bonne heure d'avance sur les autres concurrents. Je me permets de rentrer. Oui. Bonjour. Je sais que vous êtes malheureusement fermé, mais... Eh oui. C'est chouette ici, dis donc. Vous allez bien? Ça va, très bien. Très bien. Bon. Bienvenue à Valorcine. Merci. Ouais, très content d'être ici, de cette petite station. Oui, c'est un petit village de station, voilà. Ouais, c'est chouette. Ouais. Une déco originale, en tout cas. Ah, je vois des paires de skis là, qui me rappellent un temps bien lointain. Je suis passionné par le ski, voilà, c'est ça. Et quand on est passionné du ski, on est passionné de ce qui s'est passé avant, de ce qui se passe aujourd'hui. Bon, voilà. C'est une expo éphémère qui est montée comme ça, mais toutes les expos qu'on monte finalement sont faites un peu de la même manière. C'est pas juste des skis qui sont positionnés comme ça, il y a un souci de... Comment dire, raconter une petite histoire, je vois, avec les photos de Jean-Claude Killy, de Vuarnet. Il y a une temporalité qui est mise en place. Ouais. Effectivement, là, on démarre avec un ski de 1907, là, très rudimentaire. Et donc, c'est toujours des skis légendaires. Tu vois, Jérôme, c'est là, les petits chalets, là. D'accord. Voilà, tu vas dormir là, dans celui-ci. Oh, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu calme. D'accord. Alors, on t'a mis dans le grand. Super. Voilà. Je te suis. Wow, super mignon. Bienvenue. Et voilà. Alors c'est une construction 100% bois, ça, Thierry? Ah oui, là c'est tout bois. On est sur une construction assez simple dans le sens où c'est des madriers qui sont des madriers croisés, empilés, avec simplement une petite languette bois au milieu. Il n'y a pas d'isolation. Ah oui. Ouais, ça surprend parce qu'il fait bon quand même dans les chalets. Oui, juste la cheminée qui marche. C'est la taille du chalet qui fait ça, et puis que le bois c'est de l'isolant, quoi. Donc c'est cet aspect massif. Il suffit de mettre 3 bougies, allumer un feu, une jolie lampe, et puis ça y est, on est dans une ambiance, quoi. C'est rechercher cette authenticité partout avec des matériaux très simples. C'est beau, hein. C'est très très beau.
Alors donc ça c'est la gare qui est derrière les chalets, ça. Voilà, on passe devant la gare de Valorcine, qui est une gare assez importante du fait de sa position, puisqu'on est effectivement à la frontière. C'est une gare frontalière, donc une gare internationale, elle est appelée comme ça. D'accord, parce qu'il y a la Suisse à côté. Voilà, ouais. c'est un grand bout de l'histoire de Valorcine, ça, du développement en tout cas. D'accord, c'est-à-dire que quand la voie ferrée est arrivée ici, c'est un peu désenclavé. Mais complètement, village, ouais. parce que le train est arrivé en 1908 à Valorcine. Et voilà, c'était l'accès pour le plus grand nombre dans les vallées de montagne, quoi. Donc c'est une station touristique quand même depuis un bon moment. Oui, oui, bien sûr, à son bien échelle, sûr, évidemment. Mais... bien sûr. Et ensuite là, il y a les télécabines, je vois, qui relient sur les massifs. Ça, c'est toute la nouvelle ère. Hein. 2004, construction de la télécabine qui relie le domaine du Tour-Col de Balme. D'accord. Et qui donne un vrai statut de station-village à Valorcine. Alors, voilà, c'est ici que ça se passe. Ça s'appelle comment? L'atelier des Povotes. Povotes? Oui, pommes de pin en patois. Bonjour. Bonjour. Je vais mettre ton masque. Bonjour Denise. Salut Thierry. Alors c'est que de la récup. Et là, vous étiez en train de faire quoi? Là, je suis en train de faire une chouette. Et donc de remettre les plumes une par une pour lui donner un aspect vrai. C'est super minutieux ce que vous faites là. Ouais, je mets 2 jours pour en faire une, quoi, à peu près. Parce qu'il faut trier toutes les plumes. C'est dingue quand même. Hein? Et puis le bec, c'est un bout de pince de crabe. Voilà, pour faire le bec. Alors, il y en a peut-être un peu moins dans la région des crabes. Hein. Non, mais on les mange aussi quand même ici. Je vois qu'il y en a une autre là-bas, une chouette là. Enfin, celle-ci, elle est Oui, il y en a plusieurs là-bas. encore différente des autres. Oui, bah celle-ci, elle a été faite avec des feuilles de maïs pour faire le corps, de la paille, des plumes, et puis ça, c'est de la ficelle pour faire les pattes. Et c'est marrant parce qu'au-delà de la prouesse de ce que vous arrivez à faire, de quelque chose d'extrêmement précis, c'est qu'il y a une imagination qui est incroyable. C'est 35 ans d'idées. Hein. Ouais, 35 ans. Oui, mais je ne m'en lasse pas, c'est formidable, quoi. Mais ça veut dire que c'était votre métier? Non, pas du tout. C'était votre passion? C'était une passion. Depuis longtemps, je bricole et il fallait trouver quelque chose à faire, quoi. Du coup, je me suis servi des pommes de pin, c'était mes premières graines, quoi, mes premières choses. Donc finalement, vous êtes une amoureuse de la nature. Ah bah, c'est le départ. Hein. Qui la raconte autrement avec votre talent d'artiste. Ben, disons que j'aime bien utiliser tout ce qu'on me donne et moi, chez moi, il n'y a pas de poubelle, quoi. Je garde tout. Là, je viens de lire quelque chose qui, je pense, vous correspond bien. Faire ce que tu aimes, c'est la liberté. Aimer ce que tu fais, c'est le bonheur. Ah ben, ça vous ressemble bien, ça, non? Ça se résume comme ça. Hein? Voilà. Il n'y a pas besoin de plus de mots. Les forêts tiennent une place essentielle dans le paysage haut-savoyard. Entourés de cette richesse verdoyante composée de bouleaux, de hêtres, de sapins et d'épicéas, les villages vivent depuis toujours avec cette ressource. Le bois est utilisé dans tous les domaines de la vie quotidienne, pour se chauffer, se loger dans les chalets qui font l'identité de ces villages, ou même pour se déplacer. Jérôme Guillot est menuisier et amateur d'émotions fortes. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est laisser une trace dans la neige fraîche avec le paret, une petite luge qu'il fabrique dans son atelier de Samoin et qui a une histoire bien particulière. Alors le paret traditionnel, typique de la région de Manigot, en Haute-Savoie. Alors le paret est arrivé dans les années 1850, tout simplement parce qu'à l'époque, les enfants descendaient à l'école sur leur cartable en bois l'hiver. Donc du coup, il y a un monsieur qui a monté ça, tout simplement pour pouvoir aller à l'école. Donc une planche, un luge en bois, un manche. Le manche est utilisé à l'époque pour le remonter. Hein. Il se met sur le dos, on le remonte avec le cartable, le sac, tout, quoi. Depuis qu'il s'est pris de passion pour cet objet, il y a 7 ans, Jérôme en a fabriqué plus de 500. Il l'a aussi fait évoluer en remplaçant la base avec des skis de récupération. L'hiver, Jérôme partage son temps entre l'atelier et les pistes, où il retrouve d'autres mordus du paret comme lui et des débutants. Hello! Vous êtes prêts? Ouais. Alors, qui en a jamais fait? Moi. Vous? Alors, on va s'asseoir dessus et on va aller s'appuyer contre la cale. On s'installe
Pour tourner, on va attraper le manche et on va faire une rotation des épaules et on va aller chercher la neige derrière avec la main. Allez, c'est parti. On va juste prendre un tout petit peu plus bas là. Allez les petits loulous à l'école. Sensation garantie. Pour ceux qui maîtrisent bien, le record de vitesse enregistré est de 85 km/h. Pour les autres, après quelques gamelles inévitables, on apprend vite à garder l'équilibre. Alors cette descente? Impeccable. Nickel. Super. Super aussi. Pour une première fois, ouais. On s'adapte vite. Bah ça fait pas mal, on tombe juste, c'est un peu léger, ça va. Voilà, ça change un peu. Dans la vallée de Morzine, il n'est pas rare d'entendre un son grave et profond. Cette clameur, venue d'un autre âge, c'est celle du cor des Alpes. Un instrument fabriqué avec le bois des sapins du coin. Pour faire un cor, on va déjà essayer de trouver un bois adapté. Donc là, voilà, c'est un morceau de bois qui a poussé dans la pente et il a pris cette forme, hein, un peu incurvée comme ça. En l'occurrence, celui-là, en me promenant après une avalanche, j'ai trouvé ce bois qui m'a tout de suite tapé dans l'œil parce qu'il avait la forme adaptée. Depuis 20 ans, Patrick travaille ces morceaux de bois arrachés à la montagne, les creuse, les ponce et les assemble pour donner forme à un géant de 3,50 m. Il lui faut 10 jours pour peaufiner son travail et atteindre le son parfait. Apparemment, là, il a l'air de sonner pas mal. Hein. Salut. Hey, salut Jean-François. Alors, ça va? Voilà le peintre. Ah bah tu vois, je suis venu avancer un peu ma peinture. Je vais m'installer là. Alors sur ce cor des Alpes, la personne m'a demandé quelques fleurs de nos montagnes, le blason de Morzine, qui fera vraiment un ensemble vraiment montagne locale. Une fois l'œuvre terminée, ne jamais trop tarder à la tester grandeur nature. À Morzine, ces hommes qui déambulent avec leurs grandes antennes de bois font depuis longtemps partie du décor. Bonjour. Les vrais Morzinois ont su garder leur authenticité. Tout le monde est resté très proche. Et c'est ça qui est bien, quoi. C'est une station de ski tout en restant un village. Régulièrement, Patrick et Jean-François rejoignent leur groupe de sonneurs et s'entraînent sur les hauteurs du village. Depuis le XIVe siècle, cette mélodie qui s'envole à 8 km à la ronde envoûte le cœur des montagnes, des Alpes et ses habitants. Allez, viens Jérôme, on va aller voir ma caverne d'Ali Baba. C'est mon antre. Ah ouais, d'accord, je vois. Voilà, un petit raccourci de quelques années de ski, avec les premiers skis bois là, très anciens, qui me tiennent vraiment à cœur parce que ça, c'est des skis qui ont été fabriqués à Valorcine, que j'ai pu retrouver. C'est le début du siècle dernier, ça. Début du siècle dernier, ouais. Et à partir de quel moment on quitte les skis en bois? Bah, les skis en bois, ça prend une dizaine d'années. C'est dans les années 50-60. Quand on bascule sur les autres matériaux. Et 60, quoi. On est vraiment sur les fibroplastiques, quoi. C'est des pièces magnifiques, hein. Je rénove tous les skis et ils sont tous impeccables. Je les farde souvent et tout, donc c'est des skis qui sont faits pour être utilisés. Qui dit ski dit aussi chaussures, parce qu'il faut avoir les chaussures adéquates et qui correspondent à chaque génération de fixation. C'est un peu la même chose. La chaussure mythique pour moi, c'est celle-ci. C'est la Trapper Elite qui est sortie au moment des Jeux de 68 à Grenoble. Et ça a été les grandes victoires françaises. Jean-Claude Killy qui gagne avec ça, ça a marqué toute une époque. Qu'est-ce que tu imaginais comme tenue pour moi et comme équipement? Eh bien écoute, c'est simple. Je t'ai préparé deux valises, en fait une valise et un sac. D'accord. Hein. Ici, tu as une tenue complète années 30, avec du textile un peu lourd, comme ça. Et puis ici, tu as les deux autres tenues. J'espère que tout ça va t'aller. Voilà, bon. Ça va. Je vais faire ma Pretty Woman un petit peu, d'accord? Voilà, à tout à l'heure. Ça marche Thierry, merci.
C'est incroyable. Et voilà, nous y sommes. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment te sens-tu, Jérôme? Impatient d'essayer ça, surtout. Oh, ils sont immenses, combien ils mesurent ces skis? Ils font 2,7 hein, 2,7 m. C'est normal, c'est les plus petits de l'époque. Et regarde, ça glisse. Ouais, c'est ça. Je suis allé retirer ton dossard. Hein. Ah oui? Eh ben oui. C'est incroyable, vous avez fait un slalom et les gens montent à pied. Exactement, on refait ce qui s'est fait précédemment, c'est-à-dire qu'on retrace ce slalom exactement où il était. Et effectivement, ici, des grands prix se couraient, c'est des courses qui rassemblaient tous les coureurs de la région. C'est excellent. Allez, je vais mettre ton dossard. Attends, on vient de faire passer. T'es beau comme un Jean-Claude Killy, hein, là. Oui. Alors, mais attends. C'est vrai que le look de Jean-Claude, j'aurais pas son style, je pense. Allez, c'est parti. Voilà, c'est bon, là. Donc là, les skis et les chaussures, c'est quelle année? Fin des années 60, début des années 70. Donc c'est bon, on est raccord avec la tenue. On est totalement raccord, là. Et voilà. Alors, tu sens comment, là Là, là, pour l'instant, je sens que c'est très long. J'ai jamais skié avec des skis aussi longs de ma vie. Hein. Ouais, mais tu verras, en glissant, ça disparaît, cette sensation. Il n'y a pas de remontée mécanique. C'est-à-dire que là, tout le damage s'est fait comment? Le damage se fait à pied, là. On est venu plusieurs jours d'affilée, à plusieurs, incroyable. Et puis on dame la piste, quoi. C'est un sacré échauffement, quand même, hein. Ouais, on n'a pas froid. C'est pas mal du tout. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Michèle Jacot, que tu vois, qui est ici. Bonjour. Michèle Jacot, grande championne de skiing française, qui est la seule et unique championne française qui a gagné la Coupe du Monde en 70. Mais félicitations. Merci. Et voilà. C'était une autre époque, mais bon. Et on applaudit. Ouais. Et 50 ans après, elle court avec nous. Ben, je vois bien. Ça a l'air tellement dur si tu vas me faire faire là. Fléchi, planter le bâton, flexion, extension. Hein. Je ferai de mon mieux, t'inquiète pas. Ok. Allez Thierry, amuse-toi bien. Fais chauffer le chrono. Allez, 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 allez. Allez, go. Allez, j'arrive même pas à me relever. Ils sont trop bons ces skis. Ah, je peux pas. On peut en arrière. C'est impossible. Le chrono est parfait, je crois, non? Ah. Bon, en tout cas, merci pour ce moment partagé ensemble parce que c'est très amusant. Et je trouve que cette initiative est vraiment rafraîchissante. Et elle nous replonge, en effet, dans des années où on n'était pas bien vieux. C'est une petite Madeleine de Proust, c'est très agréable. Je crois que tu as bien mérité un petit remontant. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, tu verras. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le ski. Donc j'imagine que c'est de la tisane, hein? Oui, c'est une tisane de la montagne, quoi. Et hop, hop. Bon, j'avoue, avec modération, mais c'est une descente que je réussis mieux que l'autre. Hein. Voilà, mon aventure en Haute-Savoie se termine. J'espère que tout comme moi, vous avez apprécié ces décors spectaculaires, ces cimes et ces massifs vertigineux. On a tendance souvent à associer ces départements des Alpes à juste des stations de ski, mais ce sont aussi des montagnes habillées de quelques jolis villages et autres hameaux charmants.
J'ai été particulièrement impressionné par ces abbayes millénaires, par ces chalets séculaires. Il y a un vrai savoir-faire ancestral ici, que ce soit pour fabriquer du fromage ou encore pour les métiers de menuiserie, de charpenterie. Un grand merci à tous les Hauts-Savoyards qui m'ont accompagné et qui m'ont fait découvrir leur magnifique région. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. À bientôt, prenez soin de vous. Bye bye!